Welcome to a new episode of Min Washington. In today's show, the Kingdom of Morocco diplomacy. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode de votre émission Depuis Washington. Nous abordons dans l'épisode de cette semaine les axes suivants. Sahara marocain, le monde penche pour le Maroc. Les États-Unis réaffirment leur soutien au plan marocain d'autonomie. Les négociations américo-iraniennes ont fixé une attente commune pour un éventuel accord. La diplomatie marocaine connaît un renouveau significatif dans le dossier du Sahara, porté par un soutien international croissant en faveur de l'initiative d'autonomie. À l'occasion de sa récente visite à Washington, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a obtenu un appui explicite de hauts responsables américains. Le secrétaire d'État Marco Rubio a réaffirmé la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, position initialement proclamée par le président Donald Trump en 2020, en réitérant l'engagement de son pays à œuvrer en faveur d'une solution fondée sur l'initiative marocaine. Par ailleurs, Massaad Boulos, conseiller spécial de Trump, a confirmé que la proposition marocaine constituait l'unique voie crédible. Ce positionnement traduit un consensus international grandissant, comme en témoigne la récente réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la question du Sahara marocain. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, y a notamment souligné l'intensification de l'activité diplomatique des membres permanents. Ce dynamisme ouvre de nouvelles perspectives pour le règlement politique du conflit, tandis que la diplomatie marocaine s'emploie avec rigueur à corriger l'inertie internationale et à transformer les défis en leviers d'opportunités. Pour discuter de ces sujets et faire le point sur ces dossiers, nous avons l'honneur d'accueillir trois invités de renom. Jason Isaacson, directeur des politiques publiques au sein de l'American Jewish Committee, spécialiste des relations américano-israéliennes et fervent défenseur de la paix israélo-arabe. Also with us, Ahmad Shara'i. Nous sommes également accompagnés d'Ahmad al-Sha'rawi, chercheur à la Fondation pour la défense des démocraties et expert des affaires du Moyen-Orient, ayant auparavant exercé au Washington Institute for Near East Policy. Ces analyses ont été publiées dans plusieurs médias de premier plan. The New York Times, Politico, and the Times of London. Dans la seconde partie de cet épisode, nous aurons le plaisir d'échanger avec l'ambassadeur Lincoln Bloomfield, qui nous apportera son éclairage sur les derniers développements relatifs au dossier iranien. Monsieur Bloomfield a occupé de hautes fonctions, notamment celle de secrétaire d'État adjoint aux affaires politico-militaires, aux affaires du Proche-Orient ainsi qu'à la sécurité internationale au département de la Défense. Nous serons également rejoints par Chris Lapetina, chroniqueur de l'émission, président de Focus Consulting et stratège politique collaborant avec le Parti démocrate. Vous êtes les bienvenus. Alors nous entamons à présent notre discussion avec notre correspondante Chourouk Dieb qui nous propose un rapport sur la récente visite du ministre marocain des Affaires étrangères à Washington DC. Bienvenue Chourouk, nous vous écoutons. Dans le cadre d'une visite diplomatique de premier plan, le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est rendu début avril à Washington pour des entretiens de haut niveau avec des responsables de l'administration du président Donald Trump. Le message central de cette visite a été transmis par le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui a réaffirmé la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur le Sahara, une décision annoncée dès 2020 par le président Trump est désormais consolidée comme une orientation stratégique permanente de la politique étrangère américaine. Marco Rubio a également souligné que l'initiative marocaine d'autonomie constitue la seule solution sérieuse et crédible au conflit, tout en réaffirmant l'engagement de Washington à soutenir les efforts des Nations Unies
mais dans le respect strict de la souveraineté du Maroc et de la stabilité régionale. La visite de M. Boletta a en outre adressé des messages implicites à certains acteurs, notamment à l'Algérie, alors que récemment, certaines influences diplomatiques parallèles semblaient peser sur les orientations américaines. La position affichée cette fois-ci par Washington est apparue sans équivoque. L'alliance avec le Maroc est stratégique et la question du Sahara marocain est considérée comme définitivement réglée. Par ailleurs, cette visite a permis de renforcer le partenariat bilatéral entre Rabat et Washington, en particulier dans les domaines de la sécurité régionale, de la lutte contre le terrorisme et de la promotion des investissements, dans un contexte marqué par une volonté américaine affirmée de soutenir la stabilité en Afrique du Nord et de l'Ouest à travers le Maroc. Ainsi, la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara n'apparaît plus comme une mesure conjoncturelle, mais bien comme un pilier structurel des relations entre Rabat, Washington et l'administration Trump. Cette dynamique intervient alors que les adversaires du Maroc, notamment le groupe séparatiste du Polisario, font l'objet de graves accusations de terrorisme, de violation des droits de l'homme et de détournement des aides humanitaires. Chorouk Diab, devant la Maison-Blanche, pour Média TV, Washington. Merci infiniment, Chorouk. Échangeons tout d'abord avec Chris. Au mois d'avril, à l'issue de la rencontre entre le secrétaire d'État Marco Rubio et le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, le département d'État américain a publié un communiqué relatif à cette visite d'État. Dans cette déclaration officielle, le secrétaire d'État a réaffirmé, je cite, que les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Il a précisé que Washington soutient l'initiative marocaine d'autonomie, qualifiée de sérieuse, crédible et réaliste, en tant que seule base pour parvenir à une solution juste et durable au conflit. Chris, estimez-vous que ce dossier est désormais plus proche d'une résolution? Quels sont, selon vous, les facteurs ayant favorisé ce récent infléchissement au sein du département d'État américain et des Nations Unies? Thank you, Mark. And we're always very proud of our show, and we always think that we bring our viewers the smartest minds and Merci Marc. Comme vous le savez, nous sommes tous particulièrement fiers de cette émission qui se distingue par l'accueil des esprits les plus brillants et des experts les plus aguerris, afin d'éclairer nos téléspectateurs sur les enjeux majeurs débattus à Washington. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous aborderons deux situations distinctes touchant à la politique étrangère américaine. La première, à mon sens, se présente comme relativement simple. Elle constitue une victoire tant pour les États-Unis que pour le président sur le plan politique. La seconde, en revanche, apparaît beaucoup plus complexe. Nous débuterons donc par la situation que je considère comme la plus limpide, la plus facile à comprendre et à défendre. Sur le plan politique, il était aisé pour le président d'appuyer cette initiative et d'y engager tout son poids. Je fais évidemment référence à la question du Sahara marocain. Vous avez évoqué le nom de Massad Boulos. Ce nom est significatif car il appartient à la famille du président, ce qui démontre, à mon sens, l'importance que Donald Trump accorde à ce dossier, en plaçant un membre de sa propre famille au premier plan. Le président témoigne d'un engagement non seulement institutionnel, mais aussi personnel en faveur de la souveraineté marocaine sur le Sahara, convaincu qu'il s'agit là d'une décision juste aussi bien sur le plan moral que politique. Je suis donc particulièrement impatient d'entendre les analyses de nos deux éminents invités présents aujourd'hui. Chris, let's focus in on the Boulos situation. Chris, nous savons que Jared Kushner a négocié les accords d'Abraham avec le Maroc durant son mandat. Aujourd'hui, un autre membre de la famille présidentielle semble reprendre ce dossier. Pour mieux comprendre les dynamiques familiales en jeu, pensez-vous que le fait de confier cette question à un proche parent traduit l'importance capitale que Donald Trump accorde à ce dossier, au point de l'entourer de sa plus stricte confiance? Je suis également convaincu que le président Trump accorde une attention particulière à la région, en particulier à l'implication d'Israël et à l'importance stratégique de cette zone pour lui. Il est essentiel de mentionner à cet égard les accords d'Abraham que je considère comme l'une des réussites sous-estimées de son administration. L'équipe Biden a non seulement accepté ces accords,
mais a également cherché à en maximiser les bénéfices. Le soutien bipartisan en faveur de ces démarches semble se maintenir. En outre, je pense que la question du Sahara marocain s'inscrit également dans cette dynamique, faisant partie d'un soutien bipartisan aligné sur les intérêts des États-Unis, puisqu'elle participe à la consolidation de la paix dans toute la région du Moyen-Orient. Merci Chris. Passons désormais à notre autre invité, Jason Isaacson. Il convient de souligner que tous les pays n'ont pas réagi de manière uniforme aux récentes déclarations américaines concernant le Sahara. L'Algérie en particulier a exprimé ses regrets quant à cette position américaine dans un communiqué diffusé par son ministère des Affaires étrangères. Ce communiqué précise, je cite, « L'Algérie regrette la confirmation de cette position de la part d'un membre permanent du Conseil de sécurité sans désigner directement les États-Unis. » Il poursuit en affirmant « Un pays qui est censé respecter le droit international en général et les résolutions du Conseil de sécurité en particulier. » L'Algérie a donc exprimé une préoccupation majeure face à la position américaine en faveur de l'autonomie. Comment interprétez-vous cette réaction dans le contexte géopolitique actuel? Il s'agit là d'une position traditionnelle de l'Algérie, qui a toujours rejeté l'idée d'une autonomie pour le Maroc, et cette position a récemment été réaffirmée. Naturellement, cette réaction fait suite à la visite très réussie du ministre marocain des Affaires étrangères à Washington, où il a rencontré non seulement Marco Rubio, mais également le conseiller à la sécurité nationale du président et d'autres responsables. Cette visite, comme nous l'avons mentionné et comme l'a souligné Chris, revêt une grande importance. Elle n'a pas seulement servi à réaffirmer la position américaine concernant le Sahara marocain, mais a également permis de renforcer cette position auprès des autorités de Washington. Elle a été marquée par les déclarations de Boulos, l'envoyé spécial du président Trump, soulignant que le plan d'autonomie n'est pas seulement la seule solution envisageable, mais le seul plan réellement pragmatique. Je considère cette affirmation comme d'une grande portée et les rejetée par l'Algérie qui semble déterminée à contester la souveraineté légitime du Maroc sur le Sahara, un territoire qui a toujours fait partie intégrante du Maroc. Yes, very good. Thank you, Jason. Let's bring in some youth into this discussion. Ahmed, thank you for... Merci Jason. Pour impliquer les jeunes dans cette discussion, permettez-moi d'accueillir Ahmed qui nous rejoint pour la première fois sur Médien TV. Un développement important cette semaine est que le conseiller de Trump, Massad Boulos, a déclaré dans une interview exclusive sur Médien TV que la position américaine est claire et sans équivoque, précisant que les États-Unis ont définitivement et pleinement réitéré leur position. Le secrétaire Rubio a réitéré cette semaine cette position en écho à celle exprimée par le président Trump à Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui inclut la pleine reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Quelles sont vos attentes, Ahmed, pour les prochains jours et les prochaines semaines à venir concernant les relations entre l'Algérie et le Maroc? Bon, il faut s'attendre à ce que l'Algérie intensifie ses déclarations, réaffirmant son rejet du plan d'autonomie et cherchant à présenter le Front Polisario comme le seul représentant légitime de ce qu'elle désigne comme le peuple sahraoui. Il s'agit d'une position que l'Algérie maintient depuis de nombreuses années, mais son impact tendra à diminuer au fil du temps. Nous observons en effet un alignement croissant des capitales européennes avec le Maroc, comme en témoigne le soutien récemment exprimé par la France et l'Espagne. Par conséquent, les messages émanant de l'Algérie risquent de tomber dans l'indifférence dans les semaines à venir. Concernant le Maroc, nous avons suivi les informations selon lesquelles l'Algérie renforcerait ses forces armées le long de la frontière, une mesure qui relève de la routine à chaque fois qu'une tension survient entre les deux pays. Il s'agit d'une démarche visant avant tout à affirmer la puissance de l'Algérie sur la scène locale et à dépeindre le Maroc comme un ennemi. Il est possible que l'Algérie tente d'utiliser son influence au sein du Conseil de sécurité pour bloquer tout projet de résolution adoptant le plan d'autonomie, notamment grâce à ses relations avec la Russie et la Chine. Je vous remercie, Ahmed. Avant de poursuivre notre discussion, permettez-moi de donner la parole au producteur et réalisateur de l'émission, Mohamed Saïd El-Wafi, afin qu'il nous présente l'évolution de la position américaine sur la question du Sahara marocain. Mohamed, pourriez-vous nous expliquer comment la position américaine a évolué sur cette question jusqu'à la situation actuelle?
Merci Marc. Il s'agira d'un exposé chronologique de l'évolution de la position américaine concernant la question du Sahara marocain, allant de 1975, comme vous l'avez mentionné, jusqu'aux années 90. Au début, les États-Unis ont adopté une posture de neutralité et ont soutenu le processus dirigé par l'ONU après le retrait d'Espagne du Sahara. Ils ont alors appelé à une solution négociée sans toutefois soutenir explicitement la souveraineté marocaine. Par la suite, le Maroc a appuyé les efforts de cessez-le-feu et le projet de référendum d'autodétermination. Bien que le Maroc ait initialement exprimé des réserves à cet égard, il a finalement accepté le principe. Toutefois, l'organisation du référendum s'est avérée impossible en raison des problèmes liés à la définition des critères d'éligibilité des votants et à la question de savoir qui pouvait être considéré comme véritable Sahraoui. Nous arrivons ensuite à 2007 lorsque le Maroc a présenté son plan d'autonomie. C'est à ce moment que s'est produit un changement fondamental. Les États-Unis ont commencé à qualifier l'initiative marocaine de plan d'autonomie comme étant sérieuse, crédible et pratique. Je pense que Washington a intensifié son soutien politique en faveur de l'autonomie en tant que cadre de négociation et cela a effectivement marqué un tournant. En décembre 2020, un changement historique s'est produit lorsque le président Donald Trump a officiellement reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Cette décision faisait partie des accords d'Abraham auxquels prenaient part le Maroc, les États-Unis et Israël. Comme nous en avons discuté, les États-Unis sont alors devenus la première grande puissance à reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara, une reconnaissance qui a ensuite été suivie par la France. Enfin, nous arrivons à la période de 2021 à 2024, marquée par une continuité stratégique sous l'administration Biden. Comme vous l'avez mentionné dans plusieurs épisodes précédents, Biden n'a jamais remis en cause la position de Trump sur ce dossier. Sous l'administration Biden, de nombreux dossiers ont connu un changement, mais cette question n'a pas été le cas. Exactement. Comme je l'ai précisé, l'administration Biden n'a pas remis en cause la reconnaissance accordée par Trump, mais a plutôt affirmé son soutien à une solution politique négociée entre les deux parties, tout en réaffirmant sa reconnaissance de la solution sous l'égide de l'ONU. Par la suite, le secrétaire d'État Anthony Blinken a réaffirmé le soutien des États-Unis au plan d'autonomie, le qualifiant de proposition sérieuse, crédible et réaliste. Nous arrivons ensuite à l'étape finale qui se situe en avril 2025 avec les confirmations réitérées lors de la visite de M. Bourita à Washington, dont vous avez abordé les détails dans cet épisode. À cette occasion, le secrétaire d'État Marco Rubio a réaffirmé la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara en soulignant l'engagement actif de Washington à soutenir une solution basée sur le plan d'autonomie. Ce plan d'autonomie est désormais présenté comme la seule base visible pour toute solution. Puis, le conseiller de Trump, Massad Boulos, est intervenu en renouvelant le consensus bipartisan à Washington en faveur de la position du Maroc. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, ce qui est nouveau, c'est l'avance de Boulos, selon laquelle le plan d'autonomie est désormais considéré comme la seule solution possible. Vous venez de souligner qu'il existe un consensus entre les démocrates et les républicains concernant l'inscription de la position américaine dans la législation. Il s'agit d'un phénomène rare dans la politique américaine. Selon vous, quelles sont les raisons de cet accord dans ce cas précis? Les États-Unis considèrent le Maroc à travers le prisme du consensus et de l'accord. Le Maroc est un ami et un allié. Il s'agit d'une relation qui n'a jamais été rompue. Ce pays a toujours soutenu les initiatives américaines tant dans la région qu'en Afrique du Nord. Et il demeure un partenaire engagé dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi, le Maroc n'est en aucune manière une source de controverse à Washington. C'est un excellent aperçu historique, Mohamed. Les évolutions se dessinent déjà sous nos yeux. Merci pour cette explication détaillée. Je vous remercie vivement pour cette présentation historique. Revenons maintenant à Jason, un membre du Congrès de Caroline du Sud, Joe Wilson, qui siège au sein de la Commission des Affaires étrangères, plus précisément de la sous-commission des Affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, a tweeté: je partage l'avis du ministre Rubio selon lequel une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution viable à la question du Sahara.
Il a ajouté qu'il soumettrait un projet de loi visant à classer le Front Polisario comme organisation terroriste, soulignant que l'Iran et la Russie étendent leur influence en Afrique à travers ce groupe qu'il qualifie d'axe d'agression. Jason, cela signifie-t-il que la solution se réduit désormais au Maroc et à l'Algérie en tant que deux principales parties prenantes dans ce conflit? Si le Polisario venait à être désigné comme organisation terroriste, il serait alors totalement exclu de toute négociation diplomatique future. This removes it from any type of diplomatic equation as well. Je ne suis pas certain que cette tentative d'inclure le Polisario parmi les organisations terroristes soit couronnée de succès à l'échelle internationale, bien qu'elle puisse avoir des chances de réussir aux États-Unis. Toutefois, j'espère qu'un nombre suffisant de pays s'opposera à l'idée de classifier le Polisario comme une organisation terroriste. Il convient néanmoins de reconnaître qu'il représente une menace significative pour la stabilité de la région, notamment en raison de ses liens avec l'Iran et du soutien qu'il reçoit de la Russie. Ces éléments constituent assurément un fondement pour que nous, aux États-Unis, explorions toutes les avenues pour faire progresser le plan d'autonomie du Maroc afin d'éviter que le Polisario ne devienne une source d'instabilité régionale et n'entrave les efforts de l'Algérie pour déstabiliser la paix et la stabilité. Je pense que la proposition de qualifier le Polisario d'organisation terroriste est politiquement pertinente, que ces décisions soient prises ou non. Ahmed a récemment rédigé un article pour la Fondation pour la défense des démocraties intitulé « L'emprise de l'Iran s'étend en Afrique du Nord ». Il y évoque une déclaration surprenante de l'Iran au début du conflit entre Israël et le Hamas, dans laquelle Téhéran menaçait de fermer le détroit de Gibraltar si Israël ne cessait pas ses opérations à Gaza. Il s'agit d'une déclaration pour le moins étrange. Peut-être envisageait-il une attaque contre le sud de l'Espagne, mais nous n'en savons rien et au final, rien ne s'est produit. Comment l'Iran a-t-il pu justifier une telle menace à ce moment précis du conflit? How was Iran thinking that they were going to issue such rhetoric like that in the early stages of the conflict? Cela fait partie de la stratégie régionale que l'Iran cherche à mettre en œuvre. Comme nous l'avons observé au Yémen, l'Iran a utilisé le groupe Houthi pour fermer le détroit de Bab el-Mandeb et perturber la navigation en mer Rouge, en menant des attaques contre des compagnies maritimes et des navires commerciaux. Cette menace était particulièrement présente au plus fort du conflit à Gaza, lorsque les mandataires de l'Iran étaient impliqués dans ce qu'on l'a qualifié de cercle de feu contre Israël. Lorsque j'ai pris connaissance de la déclaration iranienne de novembre 2023, j'ai été surpris car l'Iran ne dispose pas d'armement en Afrique du Nord. Cependant, je me suis souvenu des déclarations de Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, en 2018, concernant les liens entre l'Iran et le Polisario. Par la suite, des rapports ont fait état de l'approvisionnement en armes et de la formation du drone fourni par l'Iran au Polisario. Je pense que l'Iran n'a pas concrétisé sa menace, principalement en raison des conséquences qu'aurait entraîné une attaque du Polisario contre les lignes maritimes via le détroit de Gibraltar. La communauté internationale aurait réagi de manière similaire aux frappes aériennes menées contre les Houthis au Yémen. Néanmoins, cette situation met en lumière les relations entre l'Iran et le Front Polisario, ainsi que la volonté de l'Iran d'exploiter ce front pour semer l'instabilité et menacer la navigation maritime, accentuant ainsi la menace que représente le Polisario dans cette région. Merci Ahmed. Passons à Chris et abordons la question des relations Algérie-Russie. Il a récemment été annoncé que l'Algérie deviendrait le premier pays en dehors de la Russie à posséder le chasseur furtif Sukhoi Su-57, un appareil de 5e génération. Nous savons que Marco Rubio, lorsqu'il était sénateur, avait exprimé des inquiétudes concernant une possible escalade militaire de la part de l'Algérie, et aujourd'hui, nous observons l'Algérie se doter de ces technologies militaires avancées. Comment interprétez-vous la position américaine actuelle sur le Sahara dans ce contexte, d'autant plus que les États-Unis mènent des négociations avec la Russie pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine? Il semble désormais se dessiner dans la région du Sahara un axe impliquant l'Iran, l'Algérie et la Russie. Quelles évolutions pouvons-nous anticiper dans les jours à venir? What's going to happen in the days ahead? Well, I think the world should ask the Algerians the question: why do you need the fighter? What is the threat that you need such an advanced weapon for?
Je pense que le monde devrait interroger les autorités algériennes sur la nécessité de posséder des avions de chasse. Quelles menaces justifient l'acquisition de telles armes sophistiquées? Si l'Algérie se présente comme un pays en quête de paix, aspirant à une solution pacifique au conflit du Sahara et à d'autres défis régionaux, pourquoi investir dans des équipements militaires aussi avancés? Cela n'a de sens que si l'Algérie envisage une agression de grande envergure. Dès lors, il est essentiel que les États-Unis avertissent l'Algérie de toute action susceptible de créer une situation difficilement réversible. Par ailleurs, je pense que la Russie tente d'exploiter l'opportunité en établissant des relations avec des pays en dehors de son cercle traditionnel d'influence. Il semble considérer l'Algérie comme un partenaire potentiel dans le cadre d'une alliance, profitant de la situation où la communauté internationale soutient désormais le Maroc et sa souveraineté sur le Sahara. Ce rapprochement est inquiétant et je déplore profondément que les dirigeants algériens entraînent leur peuple dans une dynamique qui ne devrait pas se concrétiser. Quelles sont les probabilités que ces mesures parviennent à limiter l'expansion de l'influence iranienne en Afrique du Nord et à freiner son soutien potentiel à des groupes tels que le Polisario? President Trump and the people around the president have been speaking very broadly about a negotiation with Iran that would cover not. Le président et ses collaborateurs évoquent la possibilité d'entamer des négociations avec l'Iran qui ne se limiteraient pas uniquement à la question nucléaire, mais aborderaient également les activités de ses mandataires et son soutien à des groupes tels que le Hezbollah, les Houthis, le Hamas et le Polisario. Toutefois, ce que nous avons observé jusqu'à présent, ce sont des discussions qui ont débuté à Amman, se sont poursuivies à Rome et pourraient reprendre à Amman, laissant entrevoir que l'accent sera mis essentiellement sur le dossier nucléaire. La prévention de l'acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran serait certainement une avancée positive pour la région, car elle contribuerait à la paix et à la stabilité. En revanche, si la menace persistante posée par les mandataires de l'Iran, notamment son soutien au Front Polisario, venait à perdurer, cela représenterait un grave revers en raison de la menace continue qu'elle ferait peser sur la stabilité et la paix régionale. Juste une courte pause, puis nous revenons. Restez avec nous. Welcome back to the second part of this week's episode of Min Washington. Diplomatic momentum is building as the United States. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. L'élan diplomatique se renforce alors que les États-Unis et l'Iran poursuivent leurs négociations nucléaires après 2 séries de pourparlers indirects à Amman et à Rome. Uranium enrichment, limits, and international verification mechanisms. Les 2 parties ont convenu d'ouvrir des discussions au niveau des experts en se concentrant sur les limites de l'enrichissement de l'uranium et les mécanismes de vérification internationaux. Les responsables iraniens ont qualifié ces échanges de constructifs, bien que des obstacles majeurs demeurent, notamment le stock croissant d'uranium enrichi de l'Iran et sa demande de garanties contraignantes pour éviter que toute future administration américaine ne se retire unilatéralement de l'accord. Parallèlement, l'administration Trump, poursuivant sa stratégie de pression maximale, cherche activement à conclure un accord global dans un délai de 60 jours. Ces négociations revêtent une importance cruciale non seulement pour les relations entre les États-Unis et l'Iran, mais également pour la stabilité du Moyen-Orient et du monde en général. Les semaines à venir seront déterminantes pour savoir si la diplomatie parviendra à surmonter des années de méfiance et d'escalade. Alors, pour en discuter, nous avons l'honneur de recevoir l'ambassadeur Lincoln Bloomfield. Excellence, qu'est-ce qui distingue ce cycle de négociations des précédents, notamment ceux menés sous l'administration Obama, dans le cadre du groupe P5+1. En quoi cette étape diffère-t-elle de celle entreprise par l'administration Trump ou des actions des administrations précédentes? Of course, the JCPOA, the 5+1 negotiations that the Obama administration did. What's the difference between those and what Trump is doing and what the U.S. has done in the past? Alors, cela survient après 10 années marquées par de nombreux changements.
La situation entourant les premières négociations était radicalement différente et il semble désormais impératif de considérer que le processus d'enrichissement de l'uranium est devenu une menace nécessitant une surveillance stricte et une éventuelle cessation. Par ailleurs, l'Iran a passé 2 années à négocier l'accord nucléaire durant lequel il a reçu plus de 50 milliards de dollars qu'il a utilisés pour tenter de soutenir le régime d'Assad. Ce soutien a été motivé par la crainte que le printemps arabe n'atteigne Téhéran, que le processus de Genève et la résolution de l'ONU concernant la Syrie ne conduisent à une démocratie stable et que l'Irak continue son chemin vers la démocratie. Ce qui pourrait déstabiliser l'Iran. À mon avis, le régime iranien se trouve ainsi confronté à de multiples défis. Quant au président Trump, il cherche à parvenir à un accord plus favorable que celui conclu par son prédécesseur, le président Obama. Bien que l'Iran soit engagé dans un accord nucléaire, il aspire à le rendre plus solide. Toutefois, les circonstances ont évolué. Le Congrès se questionne désormais sur la manière de garantir que l'enrichissement de l'uranium n'atteigne pas 60%, à quelques semaines seulement de la production de combustible de qualité militaire, alors même que l'Iran refuse d'autoriser l'AIEA à inspecter certains sites militaires susceptibles d'abriter des recherches liées à la fabrication de la bombe. L'Iran doit en outre maîtriser la technologie de la mise en ogive nucléaire et développer un système de guidage de missiles. L'accord nucléaire initial interdisait à l'Iran de fabriquer des missiles balistiques, une interdiction validée par le Conseil de sécurité de l'ONU en 2009. Cependant, les signataires de l'accord ont ensuite sollicité l'ONU pour lever cette condition, permettant ainsi à l'Iran de poursuivre les tests de missiles et de les fournir aux Houthis, qui les ont utilisés pour attaquer l'Arabie saoudite. L'Iran a également commencé à envoyer des drones en Ukraine et ces mêmes drones se retrouvent désormais en possession du Polisario, comme l'ont souligné les intervenants présents, constituant ainsi une menace tangible. Le corps des gardiens de la révolution islamique a de plus bénéficié de fonds conséquents qui n'ont pas été alloués au peuple iranien. Il semble donc qu'à Washington et même en Europe, une opinion grandissante considère que l'Iran s'est engagé dans des actes d'agression en se cachant derrière ses mandataires, qu'il s'agisse des Houthis, des gardiens de la révolution ou de groupes criminels comme le Hezbollah, comme l'ont montré les récentes actions en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. L'Iran cherche à éviter d'assumer la responsabilité de ses actions agressives et à échapper à toute condamnation. Cette stratégie est notamment visible dans ses déclarations concernant les événements du 7 octobre, où l'Iran a nié toute implication, alors qu'il est fort probable qu'il en ait été l'instigateur. L'Iran traverse une période difficile et cherche à conclure un accord avec le président Trump, mais l'issue de ces négociations demeure incertaine. Chris Lapetina, une voix dissonante au sujet de ces négociations fut celle de Benjamin Netanyahou qui déclara « Laissant ces négociations suivre leur cours ». Toutefois, parallèlement, il approuva un plan offensif proposé par la Maison-Blanche impliquant l'engagement de commandos israéliens tout en requérant un appui américain pour son exécution. De son côté, le président Trump adopta une posture attentiste déclarant qu'il patienterait au moins 60 jours. Quelle analyse de la stratégie iranienne de temporisation telle qu'elle est perçue par Netanyahou et cette appréhension israélienne vous semble-t-elle fondée ? Lorsque vous évoquez la volonté de l'Iran de gagner du temps, cela renvoie exactement à mon interprétation. Peut-on réellement accorder sa confiance à l'Iran ? Permettez-moi d'évoquer brièvement la dynamique actuelle au sein de l'administration américaine. Ceux qui soutiennent qu'il est impossible de faire confiance à Téhéran sont notamment le secrétaire d'État, Marco Rubio, ainsi que le conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz. À l'inverse, le vice-président et le secrétaire à la défense estiment qu'il conviendrait peut-être de laisser une chance à l'Iran afin d'éviter un affrontement direct. Le président se trouve ainsi confronté à des avis divergents dans une situation particulièrement délicate. Comme votre question le souligne justement, il est désormais contraint, en tant que principal défenseur d'Israël sur la scène internationale, de prendre pleinement en considération les intérêts israéliens dans toute décision stratégique de l'Amérique. Ahmed, le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran après avoir établi l'implication de ce dernier dans une coordination avec l'Algérie et le Front Polisario. Dans ce contexte, quel impact un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran pourrait-il avoir pour le Maroc ? Certes, les fonds débloqués ne seraient pas directement affectés au programme nucléaire, mais ils pourraient
être utilisés pour financer et soutenir des actions par procuration, à l'instar de celles menées au Yémen par le Hezbollah, le Hamas ou encore le Polisario. Quel type de défi cela pourrait-il constituer pour le processus politique en cours? Il est vrai que les négociations se sont concentrées exclusivement sur la question nucléaire, en négligeant le projet régional de l'Iran, qui vise à exporter des structures terroristes vers les pays arabes. L'approche américaine, focalisée sur l'enjeu nucléaire et non sur l'expansion régionale iranienne, traduit la volonté de Washington de ne pas franchir certaines lignes rouges stratégiques. Ainsi, en cas de conclusion d'un accord nucléaire entre l'Iran et les États-Unis, le projet régional de Téhéran continuerait de se développer, à moins qu'Israël n'engage une opération militaire contre l'Iran, comparable à celle menée contre le Hezbollah ou le Hamas. Dans cette perspective, la menace que représente le Polisario persistera si un accord se limite à la seule dimension nucléaire, sans traiter l'influence régionale de l'Iran. Cela impose au Maroc de renforcer ses capacités de défense et requiert un engagement accru des États-Unis pour garantir la sécurité du royaume. Bien que certains accords d'approvisionnement militaire aient récemment été conclus avec Washington, la persistance de la menace exigerait des garanties supplémentaires. Il apparaît donc que, quelle que soit l'issue des négociations en cours, la région se dirige inévitablement vers une situation lourde de conséquences et coûteuse. À cet égard, un journal a récemment publié un rapport intitulé « Des responsables israéliens expriment leur crainte que Trump ne répète les erreurs de l'accord nucléaire conclu sous Obama ». Examinons ensemble les éléments de ce rapport. Let's look at this report. نشر موقع مجلة All Israel News افتتاحية تحت عنوان Le site web de The All Israel News a publié un éditorial intitulé « Des responsables israéliens expriment leur inquiétude quant au risque que Trump répète les erreurs de l'accord nucléaire d'Obama ». Signé par la rédaction, l'éditorial rapporte que plusieurs responsables de la défense israélienne s'alarment du fait que Steve Witkoff, envoyé spécial américain au Moyen-Orient, n'accorderait pas une attention suffisante aux préoccupations d'Israël concernant le programme nucléaire iranien. Selon cet éditorial, Witkoff aurait affirmé aux responsables israéliens que le président Trump privilégiait une résolution diplomatique de la crise tout en s'engageant fermement à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Cependant, les autorités israéliennes redoutent la conclusion d'un nouvel accord qu'elles jugeraient aussi défaillant que celui conclu sous l'administration Obama. S'agissant de la position du président Trump, l'éditorial précise qu'il a initialement opté pour une poursuite des efforts diplomatiques afin de contenir la menace nucléaire iranienne tout en maintenant la possibilité d'une frappe militaire ultérieure. La récente visite du Premier ministre Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche a renforcé, chez certains observateurs, l'idée d'une intervention militaire contre les installations nucléaires iraniennes pourrait être imminente. Toutefois, Trump a surpris en annonçant l'ouverture de négociations directes avec Téhéran, une décision qui semble avoir pris Netanyahou de court. Le président a par la suite déclaré à un représentant des médias « Je ne suis pas pressé de passer à l'action militaire ». L'éditorial conclut en soulignant que selon les responsables de la défense israélienne, une fenêtre d'opportunité existe actuellement pour porter un coup décisif au programme nucléaire iranien, compte tenu de la fragilité croissante du régime des Ayatollahs, affaibli par de vives tensions sociales, économiques et politiques au sein de la société iranienne. Monsieur l'ambassadeur Bloomfield, comment interprétez-vous cette position, d'autant plus que les États du Golfe et du Moyen-Orient ont clairement rejeté toute option militaire? Dans l'éventualité d'une telle décision, les États-Unis et Israël se retrouveraient pratiquement isolés face à l'ensemble de la région. Il est manifeste que la région redoute qu'une confrontation militaire n'entraîne une guerre difficile à maîtriser. C'est pourquoi les États de la région se sentent pris au piège de cette dynamique.
Néanmoins, il ne s'agit pas d'une question simple. Tous les responsables politiques américains, républicains comme démocrates, s'accordent à affirmer que l'Iran ne doit en aucun cas acquérir l'arme nucléaire. Il serait donc judicieux que le président Trump affirme ce principe de manière explicite et sollicite l'appui du Congrès pour proclamer que l'Iran ne saurait être autorisé à posséder la bombe atomique. Il conviendrait d'adopter une stratégie articulée autour d'une volonté de négociation, tout en affichant clairement que, si nécessaire, tous les moyens, y compris l'option militaire, seraient envisagés. Le président Trump pourrait également s'appuyer sur la position résolument hostile de Benjamin Netanyahou à l'égard de la menace nucléaire iranienne pour signifier à Téhéran qu'il est temps de faire des concessions. D'autant plus que l'Iran porte selon toute vraisemblance une lourde responsabilité dans l'attaque perpétrée par le Hamas, qui a profondément choqué Israël. La responsabilité de la guerre qui sévit au Moyen-Orient depuis près de 2 ans incombe en grande partie à l'Iran. Même en mettant de côté son programme nucléaire, les agissements de ce régime à l'égard de ses voisins, de son propre peuple, sont en eux-mêmes accablants. Taux d'exécution record, détournement des revenus pétroliers et gaziers au profit d'achats d'armes destinées à ses mandataires en Afrique du Nord et ailleurs, préparation d'attentats en Europe, cyberattaques et tentatives d'assassinat. Tout cela suffirait à convaincre la majorité des observateurs que l'Iran ne mérite aucune complaisance. Nous devons soutenir le peuple iranien qui aspire à se libérer de ce régime oppressif. Une large part du Congrès partage aujourd'hui cette conviction. C'est pourquoi le président Trump doit veiller à ne pas donner l'impression qu'il serait prêt à lever les sanctions en échange d'un simple accord nucléaire, tout en négligeant la réalité des actes terroristes, des assassinats ciblés, du trafic d'armes et de la déstabilisation régionale, orchestrée par Téhéran. Une telle posture serait extrêmement périlleuse. Abordons à présent la question du rapprochement irano-saoudien. Des démarches sont en cours en vue d'un réchauffement diplomatique entre Riyad et Téhéran. Il apparaît évident que la carte des alliances au sein de la région connaîtrait une profonde recomposition si l'Iran venait à démontrer sa bonne foi, bien que l'ambassadeur Blomfield, lui, demeure visiblement sceptique quant à cette éventualité. Dans cette perspective, comment l'évolution des relations entre les États-Unis et ces deux puissances régionales pourrait-elle influencer la dynamique générale au Moyen-Orient ? Pour saisir l'évolution de l'attitude saoudienne face à l'Iran, il convient de comprendre que l'Arabie saoudite, tout en souhaitant préserver son statut de puissance régionale, privilégie désormais une approche axée sur le développement interne. Elle concentre ses efforts sur l'attraction des investissements et la construction d'une économie solide, fondée sur les infrastructures conformément aux objectifs de la vision 2030. Dans cette optique, Riyad a adopté une stratégie visant à éviter toute confrontation directe avec Téhéran. Si le conflit interne au Yémen avait longtemps alimenté les tensions entre les deux pays, il tend aujourd'hui à perdre de son intensité. L'Arabie saoudite a ainsi confirmé sa volonté de normaliser ses relations avec l'Iran dans une démarche pragmatique. Une orientation désormais largement partagée par les autres États de la région. Il semble que la phase de confrontation ouverte avec l'Iran soit désormais révolue. Les pays du Golfe cherchent soit à renforcer leurs liens avec Téhéran, soit à conserver une distance stratégique afin d'éviter d'être entraînés dans un éventuel conflit majeur. Cette prudence est d'autant plus compréhensible que l'Iran a à plusieurs reprises menacé de riposter contre les États du Golfe en cas d'attaque américaine lancée depuis leur base militaire. Dès lors, la stabilité régionale demeure une priorité absolue pour ces pays qui s'efforcent d'adopter une posture mesurée et équilibrée. Think about where the Ukraine-Russia negotiations first happened. Il convient de rappeler que les premières négociations entre la Russie et l'Ukraine se sont déroulées en Arabie saoudite, un pays qui cherche aujourd'hui à jouer un rôle de leader sur la scène mondiale et non plus seulement régionale. Réussira-t-il dans cette entreprise ? Chris Lapetina, en évoquant l'Iran et ses relations étroites avec la Russie et la Chine, a souvent souligné l'alignement stratégique entre ces trois acteurs. Selon vous, un éventuel succès des négociations avec l'Iran pourrait-il affaiblir l'influence chinoise et russe et par conséquent réduire l'importance de ce qu'on qualifie de carte iranienne? Comme nous l'avons entendu au cours de l'émission, la situation en Iran en tant que pays reste complexe. Bien que le système soit cohérent, il demeure fragile.
Si j'étais membre de l'équipe de négociation de l'ambassadeur Bloomfield, la première question que je poserais serait en quoi cette alliance avec la Russie et la Chine sert-elle vos intérêts? Pensez-vous qu'il soit enfin temps d'envisager un changement constructif? J'espère que cela pourra se concrétiser à condition que nous parvenions à un accord global, non seulement sur la question des armes nucléaires, mais aussi sur l'agression iranienne à l'échelle régionale. Un tel accord devrait mettre de côté l'influence de la Chine et de la Russie en mettant l'accent sur les relations futures de l'Iran avec ses alliés occidentaux et notamment avec les États-Unis. Nous arrivons au terme de cet épisode. Nous remercions nos téléspectateurs d'avoir suivi cette édition de Depuis Washington. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux de Médien TV. Un grand merci à nos invités de marque, Jason Isaacson, l'ambassadeur Lincoln Bloomfield, Ahmed Al-Sha'rawi, ainsi qu'à notre chroniqueur Chris Lapetina. Nous exprimons également notre gratitude à notre correspondante Shourouk Diab, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe de production sous la direction du producteur et réalisateur Mohamed Saïd El-Wafi. Je vous adresse mes salutations, Marc Feifel, et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission Depuis Washington. À très bientôt. Thank you, sir.